Tout a commencé au petit déjeuner. C'était une matinée tranquille dans notre appartement à Nice. Le soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant les carreaux de faïence colorée qui me rappelaient tant mon enfance. Je préparais le café, comme chaque matin, pendant que Charles, mon mari, lisait les nouvelles sur sa tablette. La routine habituelle, ou du moins c'est ce que je croyais. Le bruit de la tasse heurtant la table me fit sursauter. Charles avait reposé son café avec une telle force que quelques gouttes avaient éclaboussé la nappe que ma grand-mère m'avait offerte. Ses yeux, d'habitude si chaleureux, avaient une lueur différente que je n'avais jamais vue auparavant. « Je veux ton héritage, Lucie. Tout. Les 4,5 millions d'euros. » Je suis restée paralysée, la cafetière encore à la main. L'arôme du café fraîchement préparé contrastait avec l'amertume de ses paroles. « Pardon, je pensais avoir mal entendu. Qu'il plaisantait peut-être. Tu m'as très bien entendu. J'ai besoin de cet argent. C'est juste, après toutes ces années passées ensemble. » Je posai la cafetière sur le comptoir et m'assis en face de lui. Nous étions mariés depuis 7 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université, à Paris, alors que nous étudions tous les deux le droit. Il n'avait jamais montré d'intérêt pour l'argent de ma famille. Du moins, c'est ce que je croyais. Charles, cet héritage est la seule chose que mon père m'a laissée. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Mon père, Antoine Moreau, avait été un entrepreneur respecté dans toute la France. Son domaine viticole en Bourgogne était réputé dans toute l'Europe. À son décès, il y a à peine 3 mois, il m'avait laissée seule héritière. Ma mère était morte quand j'avais 12 ans, et étant fille unique, tout me revenait. Et mes parents ? Sais-tu que mon père a besoin d'une opération que la sécurité sociale ne couvre pas ? Et ma sœur Patricia, avec ses 3 enfants et son mari au chômage depuis 2 ans ? Sa voix tremblait, mais pas de tristesse. C'était de la rage, de la cupidité. Soudain, il se mit à énumérer toutes les raisons pour lesquelles il méritait cet argent. Des années de sacrifice, des projets abandonnés pour me soutenir, un avenir qui n'était jamais arrivé, des excuses, rien que des excuses. Nous pouvons aider ta famille, Charles, mais je ne vais pas te donner tout l'héritage. Cet argent est destiné à maintenir en vie l'héritage de mon père. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. Tu es une égoïste. Tu as toujours été comme ça. Tu vis dans ta bulle de fille à papa pendant que les autres s'échinent au travail. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé dans cette petite église de Fontainebleau, entouré d'amis et de parents qui nous souhaitèrent le meilleur. C'était un étranger avec le visage de mon mari. Je ne vais pas discuter de ça maintenant, Charles. Tu es sous le coup de l'émotion et... Ne me traite pas comme un enfant. Il frappa la table du poing. Sais-tu combien d'opportunités j'ai refusées pour être avec toi ? Combien de fois j'ai dû supporter ton père qui me méprisait ? C'était faux. Mon père l'avait toujours traité avec respect. Lui avait même offert un poste dans l'entreprise que Charles avait refusé, prétextant vouloir tracer sa propre voie. Mon père ne t'a jamais méprisé. Il t'aimait comme un fils. Ton père me tolérait, ce qui est différent. J'ai toujours été le gendre qui n'était pas à la hauteur de la grande famille Moreau. Il arpentait la cuisine comme un fauve en cage. Je restais assise, essayant de garder mon calme, même si à l'intérieur, je sentais tout s'effondrer. « Charles, nous pouvons en parler tranquillement. Nous pouvons aider tes parents avec les frais médicaux. Nous pouvons... »« Je ne veux pas de ta charité, » cria-t-il. « Je veux ce qui me revient. 7 ans, Lucie. 7 ans à supporter ta famille, tes amis prétentieux, tes galas de charité. » Chaque mot était comme une gifle. Était-ce vraiment comme ça qu'il me voyait ? Comme une fille à papa entourée de gens prétentieux ? Où était passé l'homme qui me jurait un amour éternel sous les étoiles de Provence pendant notre lune de miel ? La réponse est non, dis-je finalement, surprise par la fermeté de ma propre voix. Cet argent est ma responsabilité maintenant. Je ne vais pas te le donner pour que tu le distribues à ta famille comme si c'était un butin. Son visage se transforma. Le masque tomba complètement. Tu vas regretter ça, Lucie. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il quitta la cuisine comme une tornade, et quelques secondes plus tard, j'entendis la porte d'entrée claquer si fort que les photos de notre mariage tremblèrent sur le mur. L'une d'elles tomba au sol, le verre se brisant en 1000 morceaux. Un présage de ce qui allait arriver. Je restais là, assise, les mains tremblantes tenant une tasse de café qui avait déjà refroidi. Les larmes ne tardèrent pas à venir, mais je ne pleurais pas pour l'argent. Je pleurais parce que je venais de réaliser que j'avais partagé ma vie avec un parfait inconnu. Cette nuit-là, Charles ne rentra pas.
Sa sœur Patricia m'appela, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Sa voix sonnait faussement inquiète alors qu'elle me demandait si nous nous étions disputés. Je lui dis que oui, sans entrer dans les détails. Elle insista sur le fait que Charles était très stressé dernièrement, que la situation financière de la famille le préoccupait, qu'il n'avait sûrement pas voulu dire ce qu'il avait dit. Mais je savais la vérité. Les mots de Charles avaient été clairs et calculés. Ce n'était pas un coup de colère, c'était un ultimatum. La semaine suivante, Charles revint à la maison, mais nous parlions à peine. Il dormait sur le canapé, prétextant ne pas vouloir me déranger. Son attitude avait changé. Il essayait maintenant d'être aimable, m'apportait des fleurs, me proposa même de partir en voyage en Corse pour nous retrouver. Mais ses yeux avaient toujours cette lueur d'ambition que j'avais vue ce matin-là. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Je décidai de me rendre à la maison familiale de Saint-Germain-en-Laye, la demeure où j'avais grandi et qui faisait maintenant aussi partie de mon héritage. J'avais besoin de sentir la présence de mon père, de marcher dans ces couloirs remplis de souvenirs et de trouver la clarté dont j'avais tant besoin. Je dis à Charles que je serais absente quelques jours. Il ne parut pas s'en soucier. Il proposa même de me conduire, mais je refusai son offre. J'avais besoin de ce temps seul pour décider quoi faire de mon mariage et de ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est que cette visite à la maison familiale allait me révéler la véritable étendue de la trahison de Charles. La route vers Saint-Germain-en-Laye m'avait toujours rempli de nostalgie. Ses virages bordés de chênes et de pins, le château imposant se dessinant au loin, et enfin l'entrée du domaine où se trouvait notre maison. Je conduisais lentement, laissant les souvenirs m'envahir. Les après-midi d'été au bord de la piscine, mon père m'apprenant à nager, ma mère lisant à l'ombre de cet orme centenaire qui trônait toujours dans le jardin. En approchant de la maison, je remarquai quelque chose d'étrange. Le portail était grand ouvert. Normalement, Raymond, le jardinier qui travaillait pour ma famille depuis plus de 30 ans, le gardait fermé. Je garai la voiture devant l'entrée et sentis un frisson me parcourir. La porte principale était également ouverte, et on entendait des voix et des rires à l'intérieur. Je marchais lentement vers l'entrée, comme si une partie de moi savait déjà ce que j'allais trouver. Le hall, ce grand espace décoré avec les meubles en acajou que ma mère avait hérité de sa grand-mère, était méconnaissable. Les meubles avaient disparu. À leur place, il y avait des pièces modernes, impersonnelles, qui n'avaient rien à voir avec le style classique et chaleureux qui avait toujours caractérisé notre maison. « Mais qu'est-ce que... » murmurai-je pour moi-même. J'avançai vers le salon principal et le souffle me manqua. Les murs, autrefois couverts de tableaux de peintres français que mon père avait collectionnés pendant des années, arboraient maintenant une couleur gris métallique avec quelques toiles abstraites qui semblaient achetées dans un magasin de décoration bon marché. Le piano à queue sur lequel je jouais du Chopin et du Debussy avait disparu. Et là, assis confortablement sur un canapé que je ne reconnus pas, se trouvaient les parents de Charles. Émile, un homme corpulent d'une 60aine d'années, et Roselyne, une femme menue à l'expression amère. Tous deux me regardèrent avec surprise quand j'entrai. « Lucie !» s'exclama Roselyne en se levant. « Nous ne t'attendions pas avant demain. »« Que faites-vous ici ?» demandai-je, incapable de cacher mon désarroi. « Où sont les meubles ? Qu'est-il arrivé au tableau ?» Émile toussota, visiblement mal à l'aise. « Tu devrais parler à Charles. Il nous a dit que nous pouvions nous installer ici. »« Vous installer ? C'est ma maison, la maison de ma famille. » À ce moment-là, j'entendis des rires d'enfants, et je vis 3 bambins courir dans le couloir. C'étaient les enfants de Patricia, la sœur de Charles. Des neveux par alliance que je connaissais à peine car Patricia avait toujours évité les réunions de famille, prétextant qu'elle ne se sentait pas à sa place parmi des gens si raffinés. Je suivis le son jusqu'à la cuisine. Elle était là, Patricia, cuisinant avec un naturel déconcertant tout en fredonnant une chanson. Une odeur de quiche lorraine imprégnait l'air. « Patricia, qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle se retourna et me regarda avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Belle sœur, quelle surprise. Charles nous a dit que tu viendrais demain. C'est ma maison. Qu'est-ce que vous faites tous ici ? Où est Martine ? » Martine était la gouvernante qui avait travaillé pour ma famille pendant des décennies. Patricia haussa les épaules. Charles l'a renvoyée. Il a dit que nous n'en avions plus besoin, que je pouvais m'occuper de la maison. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Charles l'a renvoyé. Il n'a aucune autorité pour faire ça. Eh bien, maintenant qu'il est le propriétaire ? Le propriétaire ?
Ma voix sonna plus aiguë que d'habitude. Cette maison est à moi. Elle fait partie de mon héritage. Patricia cessa de remuer sa quiche et me regarda avec un mélange de pitié et de dédain. Charles nous a tout expliqué. En tant qu'épouse, la moitié de tes biens lui appartient. Et cette maison est maintenant le foyer de nous tous. Avant que je puisse répondre, j'entendis une voix familière dans mon dos. « Lucie, tu es arrivée plus tôt. » Je me retournai pour me retrouver face à Charles. Il portait des vêtements décontractés et semblait complètement détendu, comme si la situation était la plus normale du monde. « Qu'as-tu fait ?» demandai-je, en essayant de garder mon calme. Il me prit par le bras et m'emmena dans le jardin arrière, loin des oreilles indiscrètes. La piscine, où j'avais tant profité des étés, était maintenant remplie de jouets gonflables. J'ai pris une décision, Lucie. Puisque tu refuses de partager ta fortune, j'ai décidé que nous pouvions au moins utiliser cette maison pour aider ma famille. Mes parents ont besoin d'un endroit tranquille où mon père pourra se rétablir, et Patricia et les enfants doivent quitter cet appartement minuscule de Créteil. Tu n'en avais pas le droit, dis-je, sentant la colère monter en moi. Cette maison... J'ai grandi ici, Charles. Tous mes souvenirs sont ici. Où sont les affaires de mes parents? Les albums photos? Les lettres? Tout est rangé dans le débarras. Nous n'avons rien jeté d'important, répondit-il d'un ton condescendant. Tu exagères, comme toujours. Tu pourrais te réjouir que cette immense maison serve enfin à quelque chose d'utile au lieu d'être vide la plupart de l'année. Et Martine, comment as-tu pu la renvoyer? Elle est avec ma famille depuis que je suis enfant. Charles sourit avec suffisance. Je lui ai donné une bonne indemnité de licenciement, plus que ce que la loi exigeait. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante d'avoir envahi ma maison, d'avoir mis Martine à la porte, d'avoir stocké les souvenirs de ma famille dans un débarras. Notre maison, Lucie. Nous sommes mariés, tu te souviens? Ce qui est à toi est à moi. À ce moment-là, j'ai tout compris. L'ultimatum du petit déjeuner n'avait pas été un coup de tête. C'était la première étape d'un plan. Charles avait toujours convoité mon héritage, mais voyant qu'il n'allait pas l'obtenir par la douceur, il avait décidé de le prendre par la force. « Ça ne va pas se passer comme ça », dis-je avec un calme que je ne ressentais pas. « Ah non? Et que vas-tu faire? Mettre mes parents malades à la rue? Et les enfants? Que diront tes amis de la haute société quand ils apprendront que la pauvre veuve d'Antoine Moreau laisse une famille de travailleurs sans abri? » C'était un chantage affectif éhonté, mais Charles savait exactement où frapper. Ma réputation, l'héritage de mon père, le qu'en dira-t-on? Mais quelque chose avait changé en moi depuis notre discussion dans la cuisine. Je ne me souciais plus autant de ce que les autres pensaient. « Je veux que tout le monde parte d'ici », dis-je fermement. « Vous avez 1 semaine. » Charles éclata d'un rire qui me glaça le sang. « Ça n'arrivera pas, ma chérie. En fait, nous avons pensé que tu pourrais chercher un autre endroit où vivre. Peut-être un appartement à Paris, quelque chose de plus en accord avec ta nouvelle situation. » Ma nouvelle situation? Eh bien, maintenant que nous allons divorcer, je sentis comme si on m'avait giflé. Divorcer? Bien sûr. Tu ne penses pas que je vais rester mariée avec toi après la façon dont tu m'as traitée, n'est-ce pas? En refusant d'aider ma famille, en te comportant comme si tu étais supérieure à nous tous. Je ne pus me retenir plus longtemps. Je me mis à rire. Un rire authentique, né de l'absurdité de la situation. Mon mari, l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans, non seulement me volait, mais prétendait en plus me faire sentir coupable. Charles me regarda, déconcerté. « Tu es devenue folle ?» ?»« Non, Charles. Pour la première fois depuis longtemps, je vois les choses avec une clarté absolue. Je fis demi-tour et me dirigeai vers la sortie. Patricia et ses enfants m'observaient depuis la fenêtre de la cuisine. Les parents de Charles étaient toujours dans le salon, feignant de ne pas entendre notre discussion, tous complices de cette agression contre ma vie. Avant de sortir, je jetai un dernier regard au portrait de mes parents qui, miraculeusement, était encore accroché sur un mur du hall. C'était le seul vestige de ce qui avait été mon foyer. « Ne t'inquiète pas, papa, » murmurai-je. « Ce n'est pas fini. » Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit sans but pendant des heures, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Charles avait tout planifié depuis le début, peut-être même avant la mort de mon père. Il s'était marié avec moi pour mon argent, pour ma position, pour ce qu'il pouvait obtenir de moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais aussi un atout dans ma manche. Un atout qui allait complètement changer les règles du jeu.
J'ai conduit jusqu'à Paris sans réfléchir, guidée par l'inertie et le besoin de m'éloigner de cette maison que je ne reconnaissais plus comme la mienne. Les lumières de la ville m'ont accueillie à la tombée de la nuit, indifférente à ma douleur. Je me suis garée près de la place des Vosges et j'ai marché sans but, laissant l'agitation des rues noyer mes pensées. J'ai fini assise à une terrasse de Saint-Germain-des-Prés, commandant un verre de vin que je n'ai pas bu. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de Charles, de Patricia, même de mes beaux-parents, tous sur le même ton victimaire, me faisant sentir coupable de mon égoïsme. Je les ai ignorés. À la place, j'ai cherché un autre nom dans mes contacts. Jacques Salerne, l'avocat de mon père, et maintenant le mien. Il était tard, mais je savais qu'il répondrait. Il le faisait toujours. « Lucie, est-ce que ça va ?» Sa voix semblait inquiète à l'autre bout du fil. « Non, Jacques, ça ne va pas du tout. » Je lui ai tout raconté, de l'ultimatum de Charles à l'invasion de ma maison familiale. Il a écouté en silence, ne m'interrompant que pour demander une précision. « Viens à mon cabinet, » dit-il finalement. Tout de suite. Une demi-heure plus tard, j'étais assise en face de lui dans son élégant bureau de l'avenue Montaigne. Jacques, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants et aux lunettes à fine monture, me regardait avec un mélange de compassion et autre chose, de la satisfaction. « Ton père s'est toujours méfié de Charles, » dit-il après m'avoir offert un thé que j'acceptais machinalement. « Il ne te l'a jamais dit parce qu'il te voyait heureuse, mais il m'a demandé de prendre certaines précautions. » Des précautions ? Quel genre de précautions ? Jacques ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un dossier. 2 semaines avant que l'héritage ne soit officialisé, ton père m'a appelé. Il m'a dit « Jacques, ma fille est trop bonne pour ce monde. » J'ai peur que quelqu'un essaie d'en profiter. Il parlait de Charles, bien sûr. Il ouvrit le dossier et me montra plusieurs documents juridiques. Avec l'aide de ton père, nous avons revu tous les documents de la succession. La maison, l'argent, les propriétés, les parts de l'entreprise. Tout a été placé dans une fiducie privée. Une fiducie ? Demandai-je, en essayant de comprendre les implications. Oui, un instrument juridique qui protège tes biens. Légalement, tu es l'unique bénéficiaire. Ni Charles ni personne ne peut rien réclamer, indépendamment de votre mariage. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Mon père, même dans ces derniers jours, m'avait protégée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Jacques soupira. Ton père m'a demandé de ne pas te le dire à moins que ce ne soit nécessaire. Il voulait te donner une chance d'être heureuse avec Charles, s'il t'aimait vraiment. Une larme coula sur ma joue. Mais il ne m'aimait pas, il voulait seulement mon argent. Il semblerait, acquiesça Jacques. L'important maintenant, c'est que tu comprennes que légalement, ils n'ont aucun droit sur tes propriétés. La maison de Saint-Germain-en-Laye, l'argent, tout reste à toi. Mais Charles a dit que comme nous sommes mariés, Charles ne sait pas de quoi il parle, m'interrompit Jacques avec un sourire. Le régime matrimonial que vous avez signé est celui de la séparation de biens. De plus, la fiducie est protégée même contre ça. Ton père s'est assuré que personne ne puisse y toucher. Je restai silencieuse, digérant l'information. Charles et sa famille vivaient dans ma maison, se croyant les propriétaires, alors que légalement ils n'avaient aucun droit dessus. Soudain, je me suis souvenue de quelque chose. Je les ai laissés entrer, murmurai-je. Je n'ai jamais corrigé Charles quand il a supposé que la maison faisait partie des biens matrimoniaux. Jacques sourit à nouveau. Cela ne change rien à la situation juridique. Tu leur as simplement permis d'utiliser la propriété, une permission que tu peux révoquer à tout moment. Pour la première fois depuis des jours, je sentis que je reprenais le contrôle. Une sensation de soulagement m'envahit, suivie d'une détermination que je ne me connaissais pas. Que dois-je faire maintenant ? Cela dépend de toi, Lucie. Nous pouvons leur envoyer une lettre officielle leur demandant de quitter la propriété dans un délai déterminé. S'ils ne le font pas, nous pouvons engager des poursuites judiciaires. Et le divorce ? Nous pouvons nous en occuper aussi. Compte tenu des circonstances, ce sera relativement simple. Surtout avec les preuves de coercition verbale et d'abus psychologiques que nous pouvons présenter. Je pensais aux SMS, aux enregistrements de nos disputes que j'avais faits instinctivement pour me protéger. Tout cela servirait. Il y a autre chose, dit Jacques en sortant un autre document du dossier. Ton père a également laissé des instructions spécifiques concernant l'entreprise. En tant qu'actionnaire majoritaire, tu as le dernier mot sur qui fait partie du conseil d'administration. Charles n'a jamais voulu travailler dans l'entreprise, répondis-je. Je sais,
Mais il y a 3 jours, il a déposé une candidature pour entrer au conseil. Apparemment, il a rencontré certains membres clés, essayant de gagner leur soutien. C'était nouveau. Charles ne voulait pas seulement ma maison et mon argent, mais aussi le contrôle de l'entreprise que mon père avait bâtie avec tant d'efforts. Je ne le permettrai pas, dis-je fermement. Tu n'es pas obligé. Comme je te l'ai dit, tu as le dernier mot. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un hôtel du centre de Paris. Pour la première fois depuis la mort de mon père. J'ai dormi profondément, sans cauchemar. Le lendemain matin, je suis retournée au bureau de Jacques avec un plan. « Je veux récupérer ma maison », lui dis-je dès mon entrée. « Mais avant, je veux voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Que proposes-tu ? Je vais retourner à Saint-Germain-en-Laye comme si de rien n'était. Je vais faire semblant d'accepter leur présence là-bas, de considérer le divorce selon leurs termes. Je veux tout documenter. Comment ils ont changé la maison, ce qu'ils ont fait des affaires de ma famille, comment ils me traitent. » Jacques me regarda avec inquiétude. « Cela pourrait être douloureux pour toi. Je suis déjà blessée, Jacques. Mais j'ai besoin de preuves concrètes, non seulement pour la procédure judiciaire, mais pour moi-même. J'ai besoin de me souvenir de qui sont vraiment ces gens quand tout cela sera terminé. » J'ai passé les jours suivants dans un appartement que Jacques m'a trouvé à Paris. De là, nous avons organisé notre stratégie. J'ai engagé un détective privé, Mathieu, un ancien policier qui travaillait occasionnellement pour le cabinet de Jacques. Sa tâche était de documenter tous les mouvements de Charles et de sa famille, en particulier leurs rencontres avec les membres du conseil d'administration de l'entreprise. Je rencontrai également Adèle, l'assistante personnelle de mon père pendant plus de 20 ans. Elle avait été témoin de nombreuses conversations entre mon père et Charles, et elle avait des informations précieuses sur les véritables intentions de mon mari. « Ton père ne lui a jamais fait confiance », me confirma Adèle autour d'un chocolat chaud chez Angelina. Une fois, je les ai entendus se disputer. Charles insistait sur le fait qu'il devrait avoir un rôle plus actif dans l'entreprise, mais ton père refusait. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? J'ai essayé, Lucie, mais tu défendais toujours Charles. Tu disais que c'était de la jalousie, que les gens ne comprenaient pas votre relation. » Adèle me prit la main. « Tu étais si heureuse, ou du moins, c'est ce que tu croyais. » Elle avait raison. J'avais été aveugle, refusant de voir les signes qui étaient sous mes yeux. La façon dont Charles se crispait quand nous mentionnions l'argent, son désintérêt soudain pour la recherche d'un travail après notre mariage, son insistance pour que je paie toutes les factures parce qu'il avait temporairement des problèmes financiers. Temporairement. 7 ans de temporairement. Une semaine après ma fuite de Saint-Germain-en-Laye, je suis retournée à la maison familiale. Je me suis garée devant l'entrée, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée comme si de rien n'était. Patricia était dans le jardin avec les enfants qui barbotaient dans Emma Piscine. « Lucie !» s'exclama-t-elle, surprise. « Nous ne savions pas si tu reviendrais. »« C'est ma maison, » répondis-je avec un sourire forcé. « Où d'autre pourrais-je être ?» Charles apparut de l'intérieur, visiblement nerveux. « Chérie, tu es de retour. Je suis content. J'étais inquiet. »« Inquiet ? Ça ne se voyait pas dans tes messages. » Il s'approcha pour m'embrasser, mais je m'écartai subtilement. « J'ai besoin de me reposer. La semaine a été difficile. »« Bien sûr, bien sûr. Prends la chambre d'amis. Mes parents sont dans la chambre principale. » Je sentis la rage m'envahir à nouveau. Mais je la contins. « Parfait. » Pendant les jours qui suivirent, je fus le témoin de la transformation de ma maison en champ de bataille. Les enfants couraient dans les couloirs, tachant les tapis que ma mère avait ramenés du Maroc. Roselyne avait remplacé les tableaux originaux par des photos de famille mal encadrées. Émile passait ses journées dans le bureau de mon père, fumant des cigares et regardant la télévision à plein volume. Et Charles agissait comme le seigneur du manoir. Il donnait des ordres, invitait ses amis, se vantait de sa cave à vin, tout en me traitant avec un mélange de condescendance et de fausses préoccupations. « Lucie, ma chérie, as-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé ? À propos du divorce. » Nous étions dans le jardin, lui buvant une bière pendant que je faisais semblant de lire un magazine. « Oui, Charles, j'ai beaucoup réfléchi. Et alors ? Je crois que tu as raison. Nous devrions divorcer. » Je vis la lueur de triomphe dans ses yeux, rapidement dissimulée par une expression de tristesse. « C'est mieux pour nous deux. Je garderai la maison, bien sûr. Tu peux prendre l'appartement de Nice. »« Bien sûr, » répétai-je, cachant mon sourire derrière le magazine. «
Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, j'ai parcouru la maison en silence. J'ai pris des photos de chaque pièce, documentant les changements, l'état des meubles, les nouvelles dispositions. J'ai aussi trouvé le débarras où ils avaient stocké les affaires de ma famille. Des boîtes et des boîtes de souvenirs, empilées sans soin, certaines même endommagées par l'humidité. J'ai tout photographié et envoyé les images à Jacques. Sa réponse fut immédiate. « Nous en avons assez. Nous lançons les procédures demain. » Je suis retournée dans ma chambre avec un étrange sentiment de calme. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, je sentais que je faisais ce qu'il fallait. Pas par vengeance, mais par justice. Pour honorer la mémoire de mes parents et l'héritage qu'ils m'avaient laissé. Ce que Charles et sa famille ne savaient pas, c'est que la tempête qui se préparait allait balayer tous leurs plans. Et j'allais être là pour le voir. Je suis retournée à Paris à l'aube, avant que quiconque dans la maison ne se réveille. J'ai laissé un mot laconique dans la cuisine. Je reviens vite. Je conduisais les vitres baissées, sentant l'air frais sur mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je respirais librement. Jacques m'attendait dans son bureau avec un café et un dossier rempli de documents. Sa secrétaire, Isabelle, me salua avec un sourire complice. Tout le monde au cabinet était déjà au courant de ma situation. « Es-tu sûre de vouloir faire ça, Lucie ?» demanda Jacques alors que nous passions en revue les derniers détails. « Une fois que nous aurons envoyé la notification, il n'y aura pas de retour en arrière. » J'acquiesçai sans hésiter. Absolument sûr. Le document était froid et formel, comme doit l'être un document juridique. Il notifiait à Charles, à ses parents et à sa sœur qu'ils devaient acquitter la propriété de Saint-Germain-en-Laye dans un délai de 72 heures, sous peine de poursuite pour occupation sans droit ni titre. Il comprenait également une injonction leur interdisant de s'approcher de l'une de mes autres propriétés, y compris l'entreprise familiale. « Tu penses que ça va marcher ?» demandai-je en signant. « La loi est de notre côté, » répondit Jacques. « Mais des gens désespérés peuvent faire des choses imprévisibles. Veux-tu que nous engagions des agents de sécurité ?» J'y ai réfléchi un instant. « Non, je peux gérer ça. » Je suis sortie du bureau avec une copie de la notification. Le coursier livrerait l'original à Saint-Germain-en-Laye le jour même, mais je voulais être présente pour voir leur visage. Je voulais regarder Charles dans les yeux quand il se rendrait compte que son plan avait échoué. J'arrivais à la maison après midi. La voiture de Patricia n'était pas là, elle avait probablement emmené les enfants à l'école. Parfait. Il n'y aurait que Charles et ses parents. En entrant, j'entendis des voix dans le salon. Charles et Émile discutaient vivement. « Cette femme se moque de nous », disait Émile avec colère. « 1 semaine et elle n'a même pas mentionné la signature des papiers du divorce. »« Laisse-lui du temps, papa, » répondait Charles. « Si nous la pressons trop, elle pourrait se douter de quelque chose. »« Se douter de quoi ?» demandai-je en entrant dans le salon. Les deux se retournèrent, surpris. Charles retrouva rapidement son sang-froid. « Lucie, on ne t'a pas entendu arriver. Mon père et moi parlions d'affaires de famille. »« De quoi pourrais-je me douter, Charles ?» insistai-je, le fixant. « De rien, ma chérie. Mon père est nerveux à cause de son opération. » Émile hocha la tête, soutenant le mensonge de son fils. « Les médecins disent que j'ai besoin d'une prothèse de genou en urgence. Je m'inquiète de savoir comment nous allons la payer. »« Je comprends, » répondis-je, feignant l'empathie. « Ça doit être difficile de dépendre de la générosité des autres. » Charles me lança un regard d'avertissement, mais je l'ignorais. « D'ailleurs, continuai-je, aujourd'hui est un jour important. Vous allez recevoir une notification légale. Je pense que vous devriez la lire attentivement. »« Une notification légale ?» demanda Charles, soudainement tendu. « De quoi parles-tu » À ce moment, la sonnette retentit. Nous sommes tous restés immobiles. C'est moi qui me suis finalement dirigée vers la porte. C'était le coursier avec les documents. « Livraison pour Charles Martin », annonça-t-il. « Je m'en occupe », dis-je en signant le reçu. Je retournai au salon avec l'enveloppe à la main. Charles était toujours debout, comme une statue. Émile s'était assis, soudainement pâle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Charles en montrant l'enveloppe. « Ton avenir », répondis-je en la lui tendant. Ou plutôt, son absence. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. Au fur et à mesure de sa lecture, son visage passa de la perplexité à l'incrédulité, et enfin à la fureur. Émile, lisant par-dessus son épaule, pâlit encore plus. « C'est absurde !» cracha Charles. « Tu ne peux pas nous mettre dehors. Nous sommes mariés. J'ai des droits sur cette propriété. » « Non, Charles.
Tu n'en as aucun. Ma voix était calme, contrastant avec son hystérie croissante. Comme l'explique bien la notification, la maison appartient exclusivement à une fiducie dont je suis l'unique bénéficiaire. Notre mariage est sous le régime de la séparation de biens, comme tu le sais très bien, car c'est toi qui as insisté là-dessus pour protéger tes futures affaires. C'est un piège, intervint Émile. Antoine t'a manipulé pour que tu fasses ça. Il nous a toujours détestés. Mon père vous a vu tel que vous êtes, des opportunistes. Et il avait raison. Charles froissa les papiers et les jeta par terre. Nous ne partirons pas. C'est notre maison maintenant. Si tu veux la récupérer, il faudra nous passer sur le corps. Non, Charles, je n'aurai pas à faire ça. La police s'en chargera si vous n'êtes pas parti dans 72 heures. Et avant que tu ne menaces de faire un scandale, laisse-moi te dire que j'ai enregistré toutes vos conversations, y compris celles que je viens d'entendre sur la façon dont vous vous moquiez de moi. La couleur quitta son visage. Tu n'as pas pu enregistrer ça? Je sortis mon téléphone de ma poche et jouai les premières secondes de la conversation que j'avais enregistrée en entrant. Le son de sa propre voix en train de conspirer remplit la pièce. « C'est illégal », balbutia-t-il. « Pas dans ma propre maison, avec des personnes qui l'occupent sans mon consentement. N'importe quel juge le comprendra. » Roselyne entra à ce moment-là, attirée par les voix fortes. « Que se passe-t-il ? Ta chère belle-fille nous met à la rue, » répondit Émile avec amertume. « Quoi ? Mais Charles a dit que tout était arrangé, que la maison était à nous. » Charles dit beaucoup de choses, intervins-je. La plupart sont des mensonges. « Tais-toi » cria Charles en s'avançant vers moi, le poing levé. Je restai ferme. « Vas-tu me frapper, Charles ? Vas-y. Ce sera une preuve de plus pour le juge. » Il s'arrêta à quelques centimètres de moi, respirant avec difficulté. Je pouvais voir la haine dans ses yeux, mais aussi la peur. Pour la première fois, il réalisait qu'il avait perdu le contrôle de la situation. « Vous avez 72 heures, » répétai-je. « Après, la police vous escortera dehors. Et si quelque chose, quoi que ce soit, manque ou est endommagé, je vous poursuivrai pour dommages et intérêts. Tu ne peux pas nous faire ça, » sanglota Roselyne. « Nous n'avons nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant d'essayer de me voler. » Je me dirigeais vers la porte, mais avant de sortir, je me retournai une dernière fois. « Au fait, Charles, j'ai déjà entamé les démarches de divorce. Mon avocat contactera le tien. Si tant est que tu puisses t'en payer un. » L'expression de défaite sur son visage fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Je quittai la maison la tête haute, sachant que cette fois, c'était moi qui avais le contrôle. J'ai passé les 3 jours suivants dans l'appartement de Paris à attendre. Jacques m'appelait plusieurs fois par jour pour m'informer des progrès. Charles avait engagé un avocat, mais même celui-ci lui avait conseillé de quitter la maison. Il n'avait aucune chance. Ils ont essayé de prétendre que tu leur avais donné une autorisation verbale de s'installer là, m'expliqua Jacques lors d'une de nos conversations. Et ça marche ? Pas contre une fiducie aussi bien ficelée que la tienne. De plus, nous avons les enregistrements où ils conspiraient clairement. Le 3e jour, je reçus un appel de Martine, la gouvernante que Charles avait renvoyée. « Mademoiselle Lucie, ils s'en vont. Tous. Ils chargent des voitures et une camionnette. Peux-tu voir s'ils emportent quelque chose qu'ils ne devraient pas ? Je surveille depuis la maison de ma sœur, qui habite juste en face. On dirait qu'ils ne prennent que leurs affaires, mais ils laissent tout en désordre. Merci, Martine. Pourrais-tu aller à la maison quand ils seront partis et me prévenir ? Bien sûr, mademoiselle. Ce sera un plaisir. » Quelques heures plus tard, Martine confirma que la maison était vide. Je me mis immédiatement en route. Jacques insista pour m'accompagner, inquiet de ma réaction en voyant l'état de la maison. Son inquiétude était justifiée. En entrant, j'eus le souffle coupé. Le hall était rempli d'ordures. Les rideaux en soie que ma mère avait ramenés de son voyage en Inde étaient déchirés. Les murs avaient des marques de meubles traînés. Dans la cuisine, les placards étaient ouverts et plusieurs assiettes cassées gisaient sur le sol. « Les salauds !» murmura Jacques, oubliant un instant son sang-froid habituel. J'avançai en silence dans la maison, documentant chaque dommage avec mon téléphone. Le bureau de mon père avait été le plus touché. Les livres étaient éparpillés sur le sol, certains avec des pages arrachées. Son fauteuil en cuir, où je m'asseyais sur ses genoux quand j'étais enfant, avait été lacéré au couteau. Mais le pire était dans mon ancienne chambre. Sur le mur, au-dessus du lit, ils avaient laissé une note écrite au rouge à lèvres. « Ce n'est pas fini, salope. » Martine, qui nous suivait en silence,
poussa un cri étouffé. « Mon Dieu, comment ont-ils pu ?»« Calme-toi, Martine, » répondis-je, surprise par mon propre calme. Cela ne fait que prouver qui ils sont vraiment. Jacques était déjà au téléphone, parlant à la police. « Nous avons besoin que vous veniez constater les dégâts. C'est du vandalisme pur et simple. » Pendant que nous attendions la police, j'ai parcouru le jardin. Là, les dégâts étaient moindres, mais ils avaient arraché les rosiers que ma mère avait plantés. Une métaphore parfaite de ce qu'ils avaient essayé de faire de ma vie. Arracher mes racines. Mais les racines sont solides. Et les miennes, plus que ce que Charles et sa famille auraient pu imaginer. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. La police est venue, a constaté les dégâts, et j'ai déposé une plainte formelle contre Charles et sa famille pour vandalisme et dégradation de biens. Jacques insista pour que nous demandions une injonction d'éloignement, et bien que j'ai d'abord résisté, j'ai finalement accepté. Pas par peur, mais par précaution. La nouvelle se répandit rapidement dans notre cercle social. Charles, toujours si soucieux des apparences, avait commis l'erreur de raconter sa version à plusieurs amis communs, que je l'avais mis à la porte injustement, que j'avais manipulé mon père pour le déshériter, que j'étais une femme froide et calculatrice. Mais comme disait ma grand-mère, les mensonges ont les jambes courtes. Un par un, nos amis commencèrent à voir la vérité, surtout lorsque la sœur de Charles, Patricia, tenta de défendre son frère lors d'un dîner et finit par en révéler plus qu'elle ne le voulait. « Ce n'est juste pas juste », s'était-elle exclamée après plusieurs verres de vin. Charles a passé des années à supporter cette famille de snobs juste pour s'assurer un avenir, et maintenant elle lui prend tout. Ces paroles furent répétées dans des appels et des messages pendant des jours. Je n'ai pas eu à me défendre. Les actions de Charles et de sa famille parlaient d'elles-mêmes. Pendant ce temps, je concentrais mes énergies sur la reconstruction de la maison et de ma vie. J'ai engagé une équipe de nettoyage professionnelle pour éliminer toute trace de leur passage. Martine a repris son poste, plus loyale que jamais, et ensemble, nous avons commencé à retrouver l'esprit du foyer que mon père avait créé. « Votre père serait si fier de vous, mademoiselle Lucie », me dit-elle un après-midi, alors que nous rangions les livres qui avaient survécu à la fureur de Charles. « Tu crois, Martine ? Parfois, j'ai l'impression que j'aurais dû me rendre compte plus tôt de qui était Charles. L'amour nous aveugle tous. Mais l'important, c'est que vous ayez enfin ouvert les yeux. » Une semaine après la confrontation, je reçus un appel inattendu. C'était Adèle, l'ancienne assistante de mon père, maintenant directrice des ressources humaines dans l'entreprise. « Lucie, tu dois venir immédiatement au bureau. Charles est ici. Il essaie de convaincre le conseil de lui donner un poste de direction. »« Quoi ? Comment ose-t-il ? Il dit qu'il en a le droit en tant que ton mari, qu'il a des actions. J'arrive. » J'ai conduit comme une folle jusqu'au bureau des Vins Moreau dans le centre de Paris. Le bâtiment, un élégant immeuble des années 50 avec le logo de l'entreprise en lettres dorées, m'accueillit comme toujours, avec l'image de mon père dans le hall, souriant depuis un portrait que nous avions inauguré après sa mort. « Il est dans la salle du conseil », m'informa la réceptionniste, visiblement nerveuse. Monsieur Rousseau semble considérer sa proposition. Fernand Rousseau était l'un des plus anciens membres du conseil et un vieil ami de mon père. J'étais surprise qu'il puisse même écouter Charles. J'entrai dans la salle sans frapper. Charles était debout, au milieu de ce qui semblait être une présentation passionnée. Plusieurs membres du conseil, y compris Fernand, étaient assis autour de la table, avec des expressions allant du scepticisme à l'inconfort. Et c'est pourquoi je crois qu'une restructuration qui nous permettra de rivaliser sur les marchés internationaux est fondamentale, disait Charles. Mon expérience en marketing digital serait... Quelle expérience, Charles ? Interrompis-je. Celle que tu as acquise pendant les 3 mois où tu as travaillé dans cette agence avant de nous rencontrer ? Ou peut-être fais-tu référence au cours en ligne que tu n'as jamais terminé ? Il se retourna, surpris, mais pas vaincu. Lucie, je suis content que tu sois là. J'expliquai à ces messieurs comment nous pourrions améliorer la présence internationale de l'entreprise. Ces messieurs et dames, corrigeai-je, en désignant les 2 conseillères présentes, n'ont pas besoin de tes conseils. Cette entreprise fonctionne parfaitement depuis des décennies et continuera de le faire sans toi. Fernand s'éclaircit la gorge. Lucie, ton mari a présenté quelques idées intéressantes. Ex-mari, en cours de divorce, clarifiai-je. Et il n'a aucun droit légal d'être ici. En fait, il y a une injonction d'éloignement contre lui qu'il est clairement en train d'enfreindre. Charles pâlit. C'est pour la maison, pas pour l'entreprise.
Non, Charles. C'est pour moi et pour toute propriété qui m'est associée, y compris cette entreprise. Dois-je appeler la police ou pars-tu de ton plein gré? Les membres du conseil échangèrent des regards embarrassés. Charles essaya de garder son sang-froid, mais je pouvais voir la sueur perler sur son front. Ce n'est pas personnel, ce sont les affaires, tenta-t-il d'argumenter. Je veux seulement le meilleur pour l'entreprise de ton père. Comme tu voulais le meilleur pour ma maison quand tu l'as saccagée en partant? Ou comme tu voulais le meilleur pour moi quand tu as essayé de me prendre mon héritage? Charles regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais ne trouva que des visages sévères. Fernand, qui au début semblait réceptif, le regardait maintenant avec mépris. « Je crois que vous devriez partir, jeune homme, » dit-il finalement. « Cette entreprise appartient aux Moreau, et Lucie est la seule Moreau dans cette salle. » Charles ramassa ses papiers avec des mains tremblantes. « Vous le regretterez. Tous. » Il se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, il se tourna vers moi. « Surtout toi, Lucie. Ce n'est pas fini. »« Si, Charles, c'est fini. » Quand la porte se referma derrière lui, il y eut un moment de silence tendu. Puis, Fernand se leva et me serra dans ses bras. « Pardonne-moi, mon enfant. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Il nous a seulement dit qu'il venait en ton nom, que tu étais souffrante. Ne t'inquiète pas, Fernand. Charles a toujours été un bon menteur. Cet après-midi-là, nous avons eu une réunion impromptue du conseil. Je leur ai tout raconté, de l'ultimatum initial à l'occupation de ma maison et aux dégâts causés. Je les ai également informés des mesures légales que j'avais prises. « Ton père serait fier, » dit Marguerite, la conseillère la plus ancienne. « Il a toujours dit que tu avais son caractère, même si parfois tu le cachais sous une apparence douce. Moins douce maintenant, plaisantai-je, provoquant des rires dans la salle. En sortant de la réunion, je reçus un appel de Jacques. Charles a été arrêté, m'informa-t-il. Il a tenté d'entrer dans ton appartement de Nice. Le voisin, ce professeur à la retraite que tu connais, l'a vu forcer la serrure et a appelé la police. Il est fou? Qu'est-ce qu'il voulait? D'après ce qu'il a dit à la police, il voulait juste récupérer ses affaires. Mais la fouille montre qu'il portait des gants et un sac à dos vide. Je pense qu'il cherchait des documents compromettants ou quelque chose de valeur. Combien de temps restera-t-il en détention? Pas longtemps, probablement jusqu'à demain. Mais c'est parfait pour notre dossier de divorce. Cela démontre un comportement habituel. Ce soir-là, alors que je dînais seule dans la cuisine de la maison familiale, maintenant propre et ordonnée, je reçus un message d'un numéro inconnu. « J'espère que tu es contente. Mon frère est en prison à cause de toi. Cette guerre ne fait que commencer. Patricia, toujours aussi loyale envers son frère. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé le message comme preuve. S'ils voulèrent la guerre, ils l'auraient, mais devant les tribunaux, pas par des messages menaçants. Les jours suivants apportèrent d'autres nouvelles sur Charles et sa famille. Son père, Émile, avait été vu à l'hôpital, mais pas pour une opération du genou, mais pour un contrôle de routine. La prétendue maladie grave était un autre mensonge. Patricia, quant à elle, avait commencé une petite campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, publiant des messages vaguement menaçants sur certaines héritières qui trahissent leur mari. Elle ne me nommait pas, mais nous savions tous de qui elle parlait. Jacques voulait engager des poursuites contre elle aussi, mais je lui ai demandé d'attendre. « Laissons-les s'enfoncer dans leur propre misère », lui dis-je. Chaque action désespérée ne fait que renforcer notre dossier. 2 semaines après l'incident à l'entreprise, je reçus un autre appel surprenant. C'était Roselyne, la mère de Charles. « Lucie, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Mais j'ai besoin de te parler, en personne. Pourquoi devrais-je accepter? Parce que j'ai quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose sur Charles que même Émile ne connaît pas. » Ma curiosité l'emporta sur ma méfiance. J'acceptai de la rencontrer dans un café du centre, un lieu public où je me sentirais en sécurité. Jacques insista pour que je porte un enregistreur caché, au cas où. Roselyne arriva à l'heure, chose rare chez elle. Elle avait maigri et semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Elle s'assit en face de moi, les yeux baissés, comme si elle n'osait pas me regarder directement. « Merci d'être venue, » murmura-t-elle. « Que vouliez-vous me dire, Roselyne ?» Elle prit une grande inspiration et leva enfin les yeux. « Charles est malade, Lucie. Pas physiquement, mais ici. » Elle se toucha la tempe. « Il a toujours été comme ça. Enfant
Il mentait constamment. De petites choses au début, puis de plus en plus grosses. Les médecins ont dit que c'était un trouble de la personnalité, mais Émile a refusé de l'accepter. Il disait que c'était juste un enfant créatif. Pourquoi me racontez-vous ça maintenant? Parce qu'il est allé trop loin. Il a impliqué toute la famille dans ses mensonges. Il nous a convaincus que tu avais accepté de nous céder la maison, que tu avais juste besoin de temps pour t'habituer à l'idée. Il nous a dit que ton père lui avait promis des parts de l'entreprise, que c'était dans son testament, mais que tu l'avais changé. Rien de tout cela n'est vrai. Je le sais maintenant. Et le pire, c'est que je crois qu'il y croyait lui-même. Charles vit dans son propre monde, où il mérite tout ce qu'il désire. Je lui tendis un mouchoir quand je vis qu'elle commençait à pleurer. Malgré tout, je ressentis une pointe de compassion pour cette femme qui avait créé un monstre sans s'en rendre compte. Que voulez-vous de moi, Roselyne? Que je retire les plaintes? Non, je ne demande pas ça. Je voulais juste que tu saches la vérité. Et aussi, je voulais m'excuser pour tout le mal que nous t'avons causé. C'étaient les premières excuses sincères que j'avais entendues depuis longtemps. Cela ne changeait rien, bien sûr. Les procédures judiciaires suivraient leur cours. Mais au moins, cela m'apporta une certaine paix intérieure, de savoir que tout le monde dans cette famille n'était pas complètement mauvais. Merci pour votre honnêteté, lui dis-je finalement. J'espère que vous et Émile pourrez reconstruire votre vie loin de l'influence de Charles. Il est trop tard pour nous, répondit-elle avec un sourire triste. Mais au moins, je peux partir en sachant que j'ai fait ce qu'il fallait à la fin. Quand nous nous sommes quittés, j'ai senti qu'un chapitre de ma vie se fermait définitivement. Charles et sa famille avaient essayé de me détruire, mais ils n'avaient réussi qu'à me rendre plus forte. Leur chute était complète, sans argent, sans prestige, sans crédibilité. Et moi, enfin, j'étais prête à regarder vers l'avenir. 1 an. Il s'est écoulé 1 an exactement depuis ce matin où Charles a frappé sa tasse de café contre la table et a exigé mon héritage. Aujourd'hui, alors que j'observe le coucher de soleil depuis la terrasse de la maison de Saint-Germain-en-Laye, un verre de Bourgogne à la main, je pense à tout ce qui a changé. Le divorce a été finalisé il y a 6 mois. Ce fut étonnamment rapide une fois que nous avons présenté toutes les preuves. Les enregistrements, les messages menaçants, les témoignages de Martine et d'Adèle, et même l'aveu de Roselyne sur la personnalité manipulatrice de Charles. Le juge n'a eu aucun doute. Non seulement il m'a accordé le divorce à des conditions favorables, mais il a imposé à Charles une ordonnance de protection permanente et l'a condamné à payer les dommages causés à la propriété. Bien sûr, Charles n'a jamais payé. D'après ce que m'a dit Jacques, il vit maintenant dans un petit appartement en banlieue de Marseille, travaillant comme commercial pour une entreprise de produits de nettoyage. Quelle ironie, compte tenu du désastre qu'il a laissé dans ma vie. Sa famille a également subi les conséquences de ses actes. Émile, finalement confronté à la réalité concernant son fils, est tombé dans une profonde dépression qui a nécessité une hospitalisation. Roselyne, après notre rencontre au café, a décidé de se séparer de lui et est retournée dans son village natal en Bretagne, où, m'a-t-on dit, elle travaille dans la boulangerie de sa sœur. Patricia, toujours la plus loyale envers Charles, a poursuivi sa campagne de diffamation jusqu'à ce que je lui envoie une mise en demeure. La menace d'une action en justice pour calomnie a suffi à la faire taire. J'ai appris récemment qu'elle avait déménagé avec ses enfants à Bordeaux, cherchant un nouveau départ loin de l'influence de son frère. Quant à moi, ces mois ont été consacrés à la reconstruction et à la redécouverte. Non seulement de la maison familiale, qui est maintenant aussi belle que du vivant de mes parents, mais de moi-même. La première chose que j'ai faite a été de m'occuper de l'entreprise. Les vins Moreau avaient un besoin d'un renouveau, et moi, avec ma formation en droit et les années passées à observer mon père, j'avais des idées claires sur la manière de le faire. Nous avons élargi la gamme de produits biologiques, modernisé l'image de l'entreprise et établi des alliances stratégiques avec des distributeurs en France et en Italie. Les ventes ont augmenté de 30% au premier semestre et le magazine Challenge m'a nommé Entrepreneur Révélation de l'année. Mais les réussites professionnelles, bien que satisfaisantes, n'ont pas été le plus important. Ce qui a été vraiment précieux, c'est de retrouver mon identité, cette Lucie qui s'était effacée au fil des années avec Charles. J'ai recommencé à jouer du piano, j'ai repris des cours de photographie, je me suis inscrite dans un groupe de randonnée. J'ai rencontré de nouvelles personnes, des gens authentiques qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais.
L'une de ces personnes fut Hélène, une restauratrice d'art que j'ai engagée pour évaluer les dommages sur certains tableaux de famille. Nous sommes devenus amis instantanément, et c'est elle qui m'a encouragée à transformer le rez-de-chaussée de la maison en une petite galerie pour exposer la collection de mon père. « Ton père collectionnait l'art pour le partager », m'a-t-elle dit un jour alors qu'elle travaillait à la restauration d'une huile particulièrement endommagée. Pas pour le garder dans une maison vide. Elle avait raison. Mon père avait toujours été généreux avec sa fortune. Pourquoi ne pas continuer son héritage? C'est ainsi qu'est née la Fondation Antoine Moreau, dédiée à la promotion de l'art contemporain français et au soutien des jeunes artistes. L'inauguration a eu lieu il y a 3 mois et le succès a dépassé toutes mes attentes. Critiques, collectionneurs, artistes. Tous se sont pressés dans cette maison que Charles avait un jour tenté de m'arracher, maintenant transformée en un espace culturel dynamique. « Ton père serait fier », m'a dit Fernand Rousseau lors de l'inauguration. « Non seulement tu as préservé son héritage, tu l'as étendu. » Ce jour-là, j'ai aussi rencontré Michel, un professeur d'histoire de l'art de la Sorbonne venu écrire un article sur la collection. Grand, les cheveux grisonnants et un sourire aimable, il me rappelait d'une certaine manière mon père. La même passion pour l'art, la même honnêteté dans le regard. Nous nous sommes vus plusieurs fois depuis, toujours sous le prétexte d'une exposition ou d'un concert. Je ne sais pas si cela mènera à quelque chose de plus, mais j'apprécie sa compagnie sans hâte ni attente. Le temps nous le dira. Quant à Martine, elle est toujours avec moi, non plus comme employée, mais comme amie et collaboratrice au sein de la Fondation. À 60 ans, elle s'est découvert une passion pour la gestion culturelle qu'elle ne se soupçonnait pas. La voir s'épanouir dans ce nouveau rôle a été l'une de mes plus grandes joies. Cet après-midi, en fouillant dans des papiers dans le bureau qui fut celui de mon père, j'ai trouvé une lettre de lui que je n'avais jamais lue. Elle était dans le double fond d'un tiroir, à côté de quelques anciens documents de l'entreprise. Je l'ai ouverte les mains tremblantes. « Ma chère Lucie », commençait-elle, « si tu lis ceci, c'est que tu as découvert cette cachette, probablement dans un moment de besoin. Tu as toujours été curieuse, même quand tu essayais de le cacher sous cette apparence de petite fille parfaite. Cette curiosité, ainsi que ton intelligence et ta bonté, sont tes plus grandes forces. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Je ne sais pas quelles circonstances t'ont amené à fouiller dans mes vieilles affaires, mais je suis convaincue que, quelle qu'elle soit, tu y feras face avec la même détermination que tu as montrée depuis ton plus jeune âge. Je me souviens quand tu avais 6 ans et que tu t'es entêtée à apprendre à faire du vélo sans petite roue, malgré les chutes et les égratignures. Tu n'as jamais abandonné. C'est ça, ma Lucie. Il y a quelque chose que je veux que tu saches. La véritable valeur de l'héritage que je te laisse ne réside pas dans l'argent, ni dans les propriétés, ni même dans l'entreprise. Elle réside dans ce que tu décideras de faire de tout cela, dans la façon dont tu l'utiliseras pour grandir, pour aider les autres, pour construire quelque chose qui perdurera au-delà de nous. Et souviens-toi toujours de ceci. Personne ne peut te prendre ce qui compte vraiment. Ta dignité, ton intelligence, ta capacité à aimer, cela t'appartient, et à toi seul. Je t'aime éternellement, papa. Les larmes coulèrent sur mes joues, quand j'ai fini de lire. C'était comme si mon père, d'une certaine manière, avait tout prévu, comme s'il m'y avait préparé sans que je le sache. Maintenant, alors que je contemple le soleil se coucher derrière les collines, la lettre gardée près de mon cœur, je ressens une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Toutes les batailles, toutes les larmes, toutes les nuits d'insomnie, tout cela en valait la peine pour arriver à ce moment. Charles a essayé de me prendre mon héritage, ma maison, ma dignité. Pendant un temps, j'en suis même venue à douter de moi-même, à me demander s'il avait peut-être raison, si j'étais l'égoïste en ne partageant pas ce que j'avais. Mais maintenant, je le vois clairement. Le partage doit naître de la générosité, pas de la manipulation, ni du chantage. Mon père le savait. C'est pourquoi il a protégé son héritage. Non pas pour que je l'accapare, mais pour que je puisse décider librement quoi en faire. Et j'ai décidé. J'ai décidé d'honorer sa mémoire en vivant avec authenticité, en partageant ce que j'ai avec ceux qui le méritent, en construisant quelque chose qui perdure. Le son du piano parvient du salon. C'est Hélène qui pratique un morceau de Debussy qu'elle interprétera lors de la prochaine inauguration de la galerie.
Martine prépare le dîner dans la cuisine. Je peux sentir l'arôme de sa fameuse quiche. Michel arrivera dans 1 heure pour nous rejoindre, apportant avec lui quelques livres anciens sur des peintres français qu'il a trouvés chez un bouquiniste. C'est ma vie maintenant. Une vie que Charles a failli m'arracher, mais que j'ai récupérée avec usure. Une vie remplie de personnes authentiques, de projets qui ont du sens, de petites joies quotidiennes. Je me lève et je marche vers l'intérieur de la maison, M.A. Maison. Les murs sont à nouveau décorés avec les tableaux que mon père a collectionnés avec tant d'amour. Les photos de famille ont retrouvé leur place. Il y en a même de nouvelles. Moi à l'inauguration de la fondation, Martine recevant une distinction pour son travail culturel, Hélène et moi à une exposition à Paris. J'entre dans le salon juste au moment où Hélène termine le morceau. Elle me sourit et commence à jouer une autre mélodie que je reconnais immédiatement, la préférée de mon père. Je m'assois à côté d'elle sur le banc du piano et, pour la première fois depuis longtemps, mes doigts glissent sur les touches, l'accompagnant. La musique emplit la maison, chassant les derniers fantômes du passé. Ce soir, pendant que nous dînerons et partagerons des histoires autour de la table, je porterai un toast. Non pas à ce que j'ai perdu, mais à ce que j'ai gagné. Non pas au passé, mais à l'avenir. Parce que je suis enfin libre. Libre de Charles. Libre des doutes. Libre de la peur. Et dans cette liberté, j'ai trouvé la force qui a toujours été en moi, attendant d'être découverte. Mon père avait raison. Personne ne peut me prendre ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, ce n'est pas une maison, ni une entreprise, ni même un héritage. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir qui je suis et de ne laisser personne me définir. C'est d'avoir le courage de défendre ce qui est à moi, non par cupidité, mais par respect pour moi-même. C'est de m'entourer de personnes qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Le soleil s'est complètement couché. Les premières étoiles commencent à briller dans le ciel nocturne. De la fenêtre du salon, je contemple le jardin où ma mère a planté ces rosiers que Charles et sa famille ont arrachés. J'en ai planté de nouveaux, de couleurs différentes. Ils poussent forts et beaux, comme moi. Et tandis que la musique continue de couler sous mes doigts, je souris, parce que je sais que, quoi qu'il arrive, j'ai maintenant la force d'y faire face. La force que Charles a tenté de m'arracher, mais que, ironiquement, il n'a fait que renforcer. C'est ma victoire. Non pas pour l'avoir vaincu, lui, mais pour m'être trouvé moi-même dans le processus.